le volet habitat social est tellement important pour nous, les acteurs que nous sommes. Ça nous semble très éloigné de nos capacités. Alors que c'est une niche formidable. Et on ne pourra compter ce secteur comme mobile de l'économie sociale que quand les acteurs cesseront d'être seulement des consommateurs de logements et deviendront promoteurs de leur propre logement. Parce que ce n'est pas impossible. J'ai ici un truc qui sollicite, ça vient du Sénégal, parce qu'il y a un projet de 100 000 logements là-bas, mais lui, il a créé son truc avec 10 millions. Est-ce que c'est 10 millions qui nous dépassent? Et ensuite, nous formons la grande masse des consommateurs de ça. Ça veut dire, quand on est organisé en coopérative d'habitat, nous mettons les coopératives d'habitat, mais nous ne nous arrêtons même pas à ça, plus à ça. Nous avons trouvé des partenaires techniques et financiers. Parce que c'était un peu 2014 à N'Djamena, des ministres africains de l'habitat, on est allé faire le plaidoyer. Moi d'ailleurs, je suis issu de ce mouvement-là au Sénégal. J'ai dirigé l'Union nationale pendant plus de 10 ans. Et nous disons, nous allons en faire là. Si on ne le fait pas, il y a des couches qui ne trouveront jamais de vie. Ici, dans ce pays, le déficit est à 2 millions d'unités. 2 millions d'unités. Et le ministère croit que c'est à lui de faire 100 logements ici, à Yaoundé, 100 à Douala, 100 à Bafoussam. C'est pas ça qui règle les trucs. Il faut des programmes qui partent de 20 000, 40 000, comme celui qu'on est en train un peu d'accompagner au Mali, qui fait 42 000, extensible à 70 000. Il est important pour nous que les maires ici présents, les premiers gouvernants, parce que je préfère souvent cette appellation-là, c'est des gouvernements de proximité. C'est les gouvernants qui sont le plus au fait du vécu de nos communautés à la base. Bustier qui m'a formé a parlé de l'économie sociale comme du territoire comme la matrice de l'économie sociale. Le territoire, c'est vraiment le contenant de tout ce dont nous allons parler, que ce soit le relais, puisque c'est la matérialisation de l'économie sociale. Tout cela se passe dans le territoire et elle va même plus loin en disant que c'est un maillage naturel et un mariage obligatoire. On ne peut pas faire l'économie sociale en l'air, on ne peut pas commencer, c'est même pas possible de commencer à pratiquer l'économie sociale au niveau du gouvernement central. Quand ça arrive à la base, c'est un peu disloqué. Il faut vraiment que la construction commence de façon bottom-up. Ça, c'est la nouvelle donne de l'économie, du développement que nous devons adopter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, je crois que nous avons pris notre développement en Afrique en général la tête en bas. Souvent, le développement vient du gouvernement. Parfois même, ça vient de plus loin de ceux qui financent ce développement. La démarche d'économie sociale dans le territoire va donc proposer des démarches concrètes et le relais est l'une de ces démarches-là. Les démarches concrètes pour créer des richesses. Je sais qu'au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe au Togo. Au Cameroun, les maires n'attendent que le centime additionnel. Et le maire, il va toujours dire, oui, on
on est pauvre parce que les centimes additionnels ne sont pas tombés, on n'a pas d'argent. Alors que quand on regarde, la commune est le lieu par excellence pour créer de la richesse. Et créer de la richesse, ça veut dire quoi? Créer de la richesse, ça veut dire valoriser le potentiel endogène. On ne peut pas vendre le Made in Cameroun en faisant fi des territoires. Aujourd'hui, l'argument qui vend, c'est l'argument territorial. Prenons la filière manioc. Une commune dans laquelle on a mis un relais, structure une coopérative de producteurs de manioc. Ces producteurs de manioc vont avoir, cette coopérative va avoir une antenne dans chaque village. Ça veut dire que, je donnais l'exemple d'Akonolinga, où on ira demain. La coopérative de manioc d'Akonolinga. Akonolinga, 125 villages. Si on a un producteur de manioc par village, ça nous fait déjà une coopérative de combien de membres? La circonscription administrative, comme on l'a dit, la matrice, c'est la commune. La démarche se veut privée. Le relais, c'est une entreprise privée. Ça veut dire que même le maire ne peut être que accompagnateur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de citoyens, d'administrés qui s'organisent pour produire, vendre. C'est une démarche économique pour des finalités aussi sociales, parce qu'on vend son manioc pour envoyer son enfant à l'école, pour se soigner autre. Maintenant, le relais, c'est un outil de production de richesse pour le maire. C'est-à-dire que si le maire a une bonne dynamique au niveau de sa localité, par exemple, des coopératives qui produisent, qui vendent, le maire est fort quand il va négocier pour dire, avec ANADEB, je voudrais que tel ou tel programme appuie les producteurs de manioc de ma commune. C'est plus facile pour lui quand ces producteurs-là se sont organisés et qu'il dit, voilà, j'ai tant de producteurs et je crois que les programmes demandent ça, cette structuration-là. Nous, on a des territoires où on a 60 coopératives, parce que toutes les activités, comme les gens, et que les 60 coopératives vous demandent la formation en comptabilité au même moment. Est-ce qu'un seul formateur peut vous suffire? Vous serez obligé de faire appel à du secours. Donc, l'entrepreneuriat collectif valorise les ressources territoriales. Je donne souvent l'exemple de l'huile d'argan au Maroc. S'il n'y avait pas eu des petites femmes, l'huile d'argan a disparu à un moment donné. S'il n'y avait pas eu des coopératives de femmes dans les villages qui ont remis, et c'est elles qui détiennent le savoir. Hein. Oui, moi j'invite souvent les maires, vous financez la structuration sur votre territoire, qu'on ne vous demande plus rien. Parce que si vous avez financé la structuration et que les gens sont bien structurés, ils créent de la richesse. L'argent arrive. Le souci de pérennisation et de professionnalisation, il est inclus dans les principes édictés par la coopérative. Si vous prenez le 5e principe coopératif, c'est la formation en permanence. C'est l'éducation en permanence et la communication. Si on ne communique pas, on ne saura pas qu'il y a des ananas à tel endroit alors que nous en avons besoin pour notre unité de transformation. Donc il faut mettre en place un système permanent. D'ailleurs, c'est inclus dans l'acte uniforme OHADA. Lorsque se crée une coopérative, lorsqu'elle commence à fonctionner, il faut qu'elle mette en place la caisse de formation. Ça, c'est une des caisses obligatoires à la coopérative. Alors, vous avez aussi le 6e principe pour garder la dynamique. C'est là que je parlais du relais comme
Pourquoi? Parce que ce réseau-là conjugue le 6e principe coopératif. La coopérative a 7 principes. En pratiquant ces 2 principes dans la coopérative, on inculque donc systématiquement la culture d'entreprise. La structuration du développement au Togo était, ou bien est, d'abord au niveau des communautés à la base, ça c'est les villages, c'est les quartiers en milieu urbain, les villages en milieu rural. Donc dans chacune de ces communautés, on met en place un comité de développement à la base. Quand c'est le village, donc c'est un comité de développement villageois, CDD, ou quand c'est un quartier, c'est un comité de développement du quartier CDD. Et donc il est un peu l'acteur local qui travaille avec tous les intervenants qui viennent dans le village ou dans le quartier. Et malheureusement, ce comité, les comités de développement là-bas s'occupent essentiellement que des actions de développement communautaire, des actions de développement social. Maintenant, de l'autre côté, dans la même communauté, vous avez les autres structures autour des préoccupations de la communauté. Donc si on a dans ce village, s'il y a des femmes qui ont problème de ressources financières, donc elles peuvent se mettre en place pour initier elles-mêmes, si elles le peuvent, des mécanismes de mobilisation d'épargne et de crédit. On a les producteurs qui sont là, s'ils ont des problèmes d'approvisionnement en intrants, ils se débrouillent aussi avec le ministère chargé de la question pour avoir satisfaction. Donc on n'a pas, quand nous écoutons, nous avons écouté, on n'a pas au niveau de la communauté une organisation qui soit l'interlocutrice de toutes les interventions. Donc quand nous venons, quand le développement à la base, en tout cas quand on veut intervenir sur le social, on passe par le comité de développement à la base. Quand on veut intervenir sur d'autres aspects, donc chacun essaie dans le pays de mettre en place une organisation qui lui convient et il travaille dans le village. Dans le relais, vous avez tous les secteurs, toutes les activités, toutes les filières sont structurées. Alors, ça permet au ministère de l'Agriculture d'appuyer les coopératives agricoles au sein du relais. C'est-à-dire, selon les programmes, ça permet au ministère de l'élevage, au ministère de la formation professionnelle, vous avez vu, c'est en permanence. Donc, tous les ministères sont engagés dans le relais. Déjà, un maire qui a un relais dans sa commune permet à chaque sectoriel, ça veut dire que ce que je disais à Madame le directeur général hier, au niveau des institutions, vous n'aurez même plus à vous poser la question parce que la base va imposer l'intersectorialité. Là, ça vous revient de la base. À partir du moment où nous sommes déjà structurés ainsi, si vous venez, à ce moment-là, vous irez aménager vos rapports intersectoriaux comme vous pouvez, mais nous vous attendons chacun dans votre secteur. On a pensé, il y a 10 ans, 12 ans, dans notre pays, à revoir même le concept de développement. Et on l'a baptisé le développement à la base. Et on veut faciliter toutes les communautés, tous les habitants des villages et des quartiers de notre pays, qu'ils puissent accéder au minimum vital commun. C'était le mot fétiche, le minimum vital commun. C'est quoi? C'est l'alimentation, c'est l'eau, l'éducation, la santé, et puis la communication, les revenus, l'amélioration des revenus. Voilà ce que le Togo a commencé il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années maintenant, à balbutier des approches pour y parvenir. Et donc, chemin faisant, nos mairies ont été opérationnalisées. L'élection locale a eu lieu en 2018.
c'est ça? Juin 2019. Et c'était un grand acteur auquel on n'avait pas pensé. Donc, aucun de nos textes, en termes d'accompagnement du développement, ne mentionne les communes. Les institutions étatiques essayent, non? Et ça fait souvent des clashs entre nous. Parce que nous, des ministères, nous avons appris à travailler pendant des années sans les propriétaires des champs. On s'appelait les champs comme on voudrait. Maintenant, le propriétaire arrive, il dit ça pour moi. Moi, je lui dis non, je travaille avant toi. Vous voyez? Et donc, je suis arrivé même à me faire des ouvriers dans son champ qui sont ses enfants. Mais qui malheureusement commencent par regarder le papa pour dire mais toi là tu étais où? Et donc on respecte beaucoup plus moi, plus que le propriétaire de la maison et du champ. Et quand vous voyez tout ceci, c'est un peu pour planter le décor, pour dire un peu la difficulté que nous avons, malgré tous nos efforts, tous les investissements qui se font, que l'autorité vraiment se bat pour mettre à la disposition de ce travail de développement pour réduire les écarts en termes de pauvreté, mais on est souvent coincé. Et nous faisons vraiment la meilleure expérience avec un projet qui a été élaboré par le gouvernement et par un partenaire, la Banque mondiale, où nous avons accompagné des jeunes dans des communautés villageoises. Des jeunes qui sont arrivés, avec le projet, la fin du projet pour le 31 décembre 2021. Mais quand nous regardons, nous, facilitateurs de ce processus, quand nous regardons tout ce qui se passe dans ces villages, on se demande, nous partons là, ça va devenir quoi? Parce que dans notre pays, il n'y a pas ce lien ou ce cadre qui est créé au niveau des communautés, comme le réseau, le relais, qui pouvait nous rassurer pour dire partez, mais ça va continuer. Quand on va travailler, on a une liste des filières et secteurs potentiels, mais les gens nous disent oui, nous on fait des escargots, mettez-vous structurez-vous, et on a tout ça. Des possibilités de création. Et on a mis la coopérative des services au centre. C'est une coopérative qui m'a été inspirée par le Canada parce que c'est cette coopérative qui a fini le chômage au Canada. Parce que les jeunes se mettent en coopérative dans une localité, toujours avec des points dans les villages comme on a dit, et ils offrent des services à toutes les coopératives existantes. Et des services que les coopératives vont rémunérer à partir de qu'est-ce qui vont se mettre en place. Et de ces coopératives peuvent encore émerger des entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui s'adonnent, par exemple, au gardiennage, je prends n'importe quel... au gardiennage, peuvent décider de sortir de la coopérative des services et de se mettre en coopérative. Et chacun des membres de cette coopérative travaille pour son propre compte. Vous savez, il y a déjà un exemple dans votre structure avec les activités IMO, avec les travaux à IMO. C'est exactement le cheminement. Maintenant, je pense que la question, c'est l'inscription de ces jeunes dans la durée, dans la pérennité. Et c'est là que on rame un peu à contre-courant. C'est là qu'il faudrait peut-être leur proposer des dynamiques comme celle-ci. C'est-à-dire de se mettre ensemble, d'aller à la dynamique avec son activité et de mutualiser avec les autres pour consolider et pérenniser son activité.
de Yaoundé. Hein. Bon, j'étais en train d'expliquer à mon voisin les quartiers et autres là. Et Madame Efa a eu une idée géniale de m'envoyer devant pour que j'essaie de vous expliquer où nous sommes. Nous sommes à Yaoundé 4 ici là. Hein. Et c'est l'arrondissement d'origine de Madame Efa. Bon, elle est du côté de Konengi, le village en fait, hein, de Madame Efa. Ici nous sommes dans le quartier d'Imimbouman. Là vous avez la gare routière de Yaoundé Est. Et ici, quand vous allez à Konolinga, comme nous allons là, c'est ici que vous venez emprunter votre gare. On paye 2000 francs pour aller à Konolinga. 1500. Bon, c'est pas très loin. En Ewondo, on dit Ngole Ewondo. Donc, et les blancs, je ne sais pas, Yaoundé, Ewondo. Je ne sais pas comment ils disent ça. Nous sommes les Ewondo. Et comme la capitale est chez nous, donc Angola, c'est la barrière. Quoi. Et c'était les barrières. C'est la barrière, c'est la position. Et les blancs à l'époque. Donc il y avait, à la fin de l'époque, il y avait comme 7 Ça va? Il va venir, il va me donner. Tu habites à non? Ah, combien? Regardez-moi le cadeau. Vive le réveil! On va après. C'est facile. Oui, oui, oui. Le carré sur toutes les portes. Amen. J'ai découvert des talents d'alpinisme.
Pas encore. Mais pourquoi pas? C'est le gouvernement. Camarou. Alors, une fois de plus, voyez les bienvenus. Madame le directeur général de la communication. Ok, enchanté. Bon. Pour madame la... Madame Azan, Katanga, félicitant d'accueillir la toute première mission que vous conduisez dans notre commune. Je tiens à l'entendre de mon propos, à vous dire la grande reconnaissance et les remerciements sincères des populations de notre collectivité auxquelles j'associe les meilleurs propres et ceux de l'ensemble des élites de notre département pour le choix qui vous a déterminé à venir personnellement chez nous. Dans cette perspective, Madame la Directrice Générale, il me plaît de vous rappeler qu'en juillet dernier, dans le cadre de la finalisation du plan gouvernemental de structuration des filières relevant de l'artisanat et de l'économie sociale, il y a eu ici même une rencontre avec les fêtières des Relais. Rencontre qui sans doute fera dans les annales de l'histoire de notre département au regard de son succès. Votre visite dans cette cité pionnière, en dépit du contexte sanitaire délicat de la COVID-19, démontre s'il en était encore besoin de l'intérêt que vous accordez à l'expérience d'Union Info en matière de structuration des communautés et organisations. Bonjour à tous, Monsieur le maire, Madame le directeur, Monsieur le représentant du ministre des Petites et de l'économie sociale, pour faire court. On a commencé avec Akonolinga, voilà 10 ans déjà. Nous n'avions même pas idée qu'on allait un jour mobiliser autant de maires dans une même salle, autant de maires d'Afrique dans une même salle. Pour moi, c'est un rêve que je vis. Le Togo et le Cameroun, qui partagent la même histoire, décident aujourd'hui
je crois, de porter dans les fonds baptismaux la vraie coopération sud-sud. Parce que des territoires qui se mettent ensemble pour échanger, se comprendre et construire, pour nous, c'est tout simplement inespéré. Je voudrais dire ici que nous avons un challenge. Nous avons un challenge non pas uniquement pour nos territoires, non pas uniquement pour nos villages. Nous avons un challenge pour l'Afrique. Nous avons un challenge pour l'Afrique parce que nous devons reprendre notre développement dans le bon sens. Nous devons, à partir de cette démarche bottom-up, reconstruire tout ce qui avait été dérangé. Ça n'avait pas été détruit, parce que si on ne détruit pas les hommes, on n'a rien détruit. Tant qu'il y a des hommes, on peut toujours faire mieux et faire plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a décidé ensemble de faire mieux et de faire plus à partir de cette nouvelle donne qui va corriger cette économie qui survole nos maisons et cette économie qui fait partir nos enfants de nos territoires. En reconstruisant nos économies locales, nous pourrons faire revenir nos enfants qui sont partis et faire demeurer ceux qui sont encore là. Je voudrais qu'on applaudisse pour cette femme d'abord. Chers acteurs du développement du Cameroun, je voudrais dans un premier temps, au nom du ministère en charge du développement à la base et du ministère en charge de la décentralisation au Togo, au nom de tous mes collègues qui sont ici présents, je voudrais d'abord vous dire un sincère merci. Nous sommes venus apprendre parce que je crois que c'est là que réside la stratégie de lutte contre la pauvreté en Afrique. Nous ne pouvons qu'apprendre chez nos frères africains pour nous aussi entreprendre des initiatives qui permettent de lutter efficacement contre la pauvreté. La théorie, nous l'avons eue, nous la lisons dans les documents. Mais la réalité, il nous fallait venir chez nos frères et sœurs du Cameroun pour apprendre comment ils arrivent, à partir de leur réalité locale, à lutter de façon efficace et pérenne contre la pauvreté. Parce qu'au Togo, les statistiques nous montrent que la pauvreté a le visage de la femme et est jeune. Peut-être que c'est ça qui se présente ici avec ces vaillantes femmes que je vois au devant des relèves, c'est ça? Oui. Applaudissons. Nous sommes venus au Cameroun, je veux parler de l'équipe du Togo. Nous pensions tout simplement aux jeunes. Comment aider nos jeunes à mieux se prendre en charge pour contribuer à construire notre petit Togo, parce que c'est vraiment un petit pays. Nous sommes à peine 9 millions, c'est ça, c'est ce que Mme Doudou me disait hier, 9 millions d'âmes. Peut-être que je ne connais pas la population de Yaoundé, peut-être ça ferait juste Yaoundé et puis voilà. Et malgré la jeunesse de son président, il n'arrive pas à trouver une solution assez définitive à la pauvreté que vivent ses concitoyens et ses concitoyennes jeunes. Et donc,
nous avons commencé par surfer pour chercher la solution. Des mécanismes sont mis en place au Togo pour lutter contre la pauvreté. Mais on sent qu'elle a la peau dure. Elle a la peau dure juste parce que, sûrement, à partir de ce que nous avons écouté hier, nous n'avions pas trouvé la bonne approche, le bon chemin pour vaincre cette grave maladie qu'est la pauvreté. Nous ne l'avons pas trouvé. L'État met en œuvre beaucoup d'initiatives. Les initiatives de jeunes, il y en a. Les initiatives en termes de volontariat, qui s'occupent des jeunes diplômés à qui on donne la possibilité d'avoir des expériences pour mieux se vendre dans le monde du travail. Même des initiatives de volontariat en faveur d'un nombre des peu scolarisés, des initiatives de volontariat pour les jeunes en milieu rural, on en fait. Des initiatives pour apporter des revenus aux ménages plus pauvres par des transferts monétaires, on en fait. On développe même des mécanismes pour nourrir des enfants dans les écoles les plus éloignées. Mais tous les matins que Dieu fait, on constate que nos villages se vident et nos villes sont bondées de personnes qui sont à la recherche d'un mieux-être. Alors, notre ministre, ayant vu la chose arriver, dit bon, on a cherché à trouver, allez-y voir chez nos frères camerounais, est-ce que vous pouvez nous ramener pour qu'on améliore tout ce qui est en train d'être fait? Et c'est toujours bien. Ma maman m'a toujours dit, quand tu vas quelque part, ne cherche pas à connaître le chemin, il faut chercher à connaître des hommes. Là, tu ne vas pas te perdre. Heureusement, nous avons un frère Baudouin qui connaît Pauline au Cameroun. Et les discussions ont commencé et nous voilà. Donc on ne s'est pas perdu. On est venu depuis hier, nous avons écouté et nous sommes émerveillés. Et comme ça ne suffisait pas, on dit on va aller sur le terrain. Et voilà, nous devons voir quelque chose de plus formidable. Les mots hier ne signifieraient rien si nous n'étions pas venus voir des femmes, des hommes, des jeunes engagés pour leur développement. Comment on peut se structurer dans une commune? Comment la commune même prend en charge tout ce qu'on appelle le développement? C'est-à-dire le développement dans son ensemble, qu'il soit social, économique, culturel, il y a tout. Artisanat, il y a tout, parce qu'on a vu dans les photos et à partir des présentations qui nous sont faites. Après, nous avons découvert une mine d'or. Nous avons découvert une mine d'or. Tant que notre pays ne se structurera pas comme nous l'avons vu, comme nous le voyons ici, nous continuerons par frapper à vos portes. Et ne soyez jamais fatigués de nous accueillir. Je reçois tous les jours, j'essaie de sensibiliser, d'aller auprès des agriculteurs pour leur demander de se réunir. Je leur explique le bienfait de travailler en équipe, le bienfait de vendre à vous. Je fais des efforts pour leur expliquer le peu que j'ai appris depuis sur le relais et leur dire que pour sortir de la pauvreté, c'est le seul moyen. Le marché coopératif, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, vous avez vu le long des routes, du plantain au bord de la route. Le marché se fait au Cameroun au petit bonheur la chance. Ça veut dire que la maman, quand elle plante son plantain, quand elle met son plantain à terre, elle ne sait même pas s'il sera vendu ou s'il sera consommé. Alors, quand elle a cultivé son plantain, au moment où son plantain arrive à maturité, viennent les dames qu'on appelle les buy and sell. C'est-à-dire, je vends, j'achète et je vends. Les buy and sell, moi j'ai retenu le nom qu'on leur a donné dans la meuf Ouerkonan, ce sont les machettes. Quand elles viennent, elles coupent votre plantain, vous ne voyez que le côté acéré
elles arrachent le produit. Elles sont bien organisées, elles, et pas les mamans du village. D'où l'importance de structurer ce marché. Structurer le marché veut dire que si on a un marché coopératif à Kobiombo, la maman, en cultivant son plantain, sait déjà qu'à travers le relais, elle va le vendre. Donc, c'est tous les outils que le relais apportera à cette actrice structurée. Et donc, le marché coopératif, pour vous répondre, n'est qu'embryonnaire. Nous lançons les premiers marchés coopératifs. Je pense que j'ai envoyé des images à Baudouin. Les relais du Sud en lancent déjà sporadiquement. Et nous continuons la structuration. L'idée sera que nous ayons, dans les relais de Yaoundé, nous ayons des centrales de distribution, des denrées, des relais de l'intérieur du pays. Ça veut dire que chaque relais a un système de collecte. Et pour cela, on devra encore se retourner vers nos maires et vers l'État pour pouvoir permettre à ces relais-là de constituer un petit fonds, peut-être à partir de l'épargne locale, pour pouvoir acheter hors champ, pour que la maman puisse soigner ses enfants, les envoyer à l'école, etc. Maintenant, le relais, c'est une structure qui ne fait pas de marge. Donc, ça va juste être la structure accompagnatrice. Et à ce moment-là, on aura structuré le marché. Et même lorsqu'on a été à Konolinga, on a interrogé la responsabilité sociétale d'une société minière qui est installée à Konolinga. Et cette société minière-là, dans le cadre de sa responsabilité sociale, s'engage à construire ce marché ici, au niveau de Mangan. Ça va drainer les produits des différents et ça va être le marché coopératif qui sera permanent à ce moment-là. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que lorsque le marché est organisé dans un relais, on mobilise les relais de Yaoundé qui viennent s'approvisionner, mais ça reste encore des démarches ponctuelles, parce qu'on est dans un système en progression en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le marché coopératif. Et dans le cadre de notre mission, il ne faut pas qu'on ait l'impression que le Togo est venu apprendre et que nous avons déjà tout fait. Nous sommes en construction, nous envoyons déjà quelques effets, mais nous amorçons la phase de consolidation. Parce que quand elles se sont déjà structurées comme elles le font, je pense que nous devons regarder vers le pouvoir central et vers nos communes pour accompagner la consolidation de ces écosystèmes sans lesquels je crois que l'effort de l'État accompagnateur, ça sera de mettre en place des outils pour la consolidation de ces relais qui vont à leur tour faire du chiffre et exister pour leur autonomisation. Comment ça se passe pour que la femme qui produit son manioc dans le village puisse avoir son argent? Comment ça fait? Voilà, merci. Ah oui, je viens de parler de l'achat hors champ. Ah, c'est ce que je disais, il faudra qu'au niveau, je pense que le challenge que nous aurons, c'est pour ça que quand je montrais le système des coopératives hier, chaque coopérative développe en son sein des caisses. Il y a des caisses qui sont sociales et il y a une caisse financière qui va leur permettre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aller vers le nord. Nous avons des femmes qui au nord ont commencé par développer des caisses au niveau de leur coopérative et qui ont un fonds en ce moment de 480 millions de francs.
elles ne font que de l'épargne, elles pressent du poisson, elles vendent des arachides au bord de la route, mais elles se sont organisées avec l'appui de leur maire. C'est-à-dire que le maire a mobilisé un partenaire qui a consolidé ce fonds-là, ce qui fait qu'elles peuvent avoir, je crois que toutes nos mamans savent faire ça dans nos villages. Maintenant, le système de collecte, comment il se passe? Il faut donc que le RELES ait un fonds pour que, auprès des antennes de chaque village, c'est-à-dire les producteurs, qu'on puisse leur acheter la marchandise. Ça fait que si la Baye Amsterdam vient, elle ne s'adressera qu'au RELES. Elle peut s'approvisionner au RELES et repartir. Elle n'entre plus dans les chambres des mamans pour prendre leur marchandise à vil prix, parce qu'elle a aussi dépensé en termes de transport. Il faut qu'au niveau de la commune s'organise un système d'approvisionnement qui fait que le RELES soit la centrale de la localité. C'est donc auprès de cette centrale-là que quiconque voudrait s'approvisionner peut s'approvisionner. Et la maman du village va produire tranquillement parce qu'elle sait que le système de collecte va s'organiser avec la coopérative des services qu'on a vu, va s'organiser pour un achat. Il faut leur acheter immédiatement au niveau des productions dans les villages. Quels sont les types d'appui que vous avez déjà bénéficié des communes et qu'est-ce que vous attendez des communes? Je ne pense pas qu'il y ait un seul RELES qui ait bénéficié de l'appui de sa commune pour l'instant. Les maires sont encore en formation. Les RELES existent déjà. L'appui attendu de la commune, c'est par exemple un partenariat. Est-ce que vous savez que la commune peut investir sur ce marché coopératif? La commune peut mettre un fonds au RELES. Dans le cadre du partenariat dont je parlais, la commune met un fonds au RELES co-géré entre la commune et le RELES, et le RELES organise le travail. Le RELES organise Si la commune sait, moi je crois que c'est une des voies royales de développement d'une commune. C'est-à-dire que le RELES, en partenariat avec la commune sait que chaque régime de bananier plantain qui est que le RELES sera acheté auprès des... La commune sait sa part dans ce régime de plantain. Voilà de l'argent qui rentre à la commune sans passer par personne. Je donnais l'exemple du projet de bâton de manioc sur lequel nous travaillons. Le bâton de manioc, en fait, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'au Cameroun, il y a du manioc dans les villages. Il y a des femmes qui ont le savoir-faire du bâton de manioc. Mais on mange quand même plus de pain que de bâton de manioc en ce moment. Parce que si vous allez, vous ne saurez jamais, il faut que vous rencontriez le bâton de manioc pour l'acheter. Voilà un marché à structurer. Je crois qu'on vient pour parler avec les femmes des RELES pour qu'on puisse avoir une production de bâton de manioc soutenue et permanente. Une commune peut générer, les femmes de cette localité sont capables de générer 1 million de bâtons de manioc, voire plus, chaque semaine. Imaginez que le maire de la commune ne prélève que 1 franc CFA par bâton de manioc. C'est quel revenu pour la commune en permanence? Donc nous pensons, et c'est aussi l'éducation qu'on fait aux maires actuellement, il faut investir sur ce capital humain. Investir sur le capital humain de sa commune, c'est s'engager avec le RELES à
produire, à investir sur des petites activités qu'on croit souvent évidentes, mais qui sont très porteuses. Parce que les communes perdent beaucoup à voir ces petites actrices porter leurs marchandises, aller jusqu'à la ville, parce que les femmes d'Akonolinga l'ont fait pendant des années. Et j'avais dit à madame, je lui ai dit, ça ne va pas durer. Parce que prendre des dames, les amener jusqu'en ville, qu'elles vendent elles-mêmes, quand elles reviennent, elles se rendent compte qu'elles ont perdu sur le transport et qu'elles doivent même encore de l'argent aux transporteurs. Moi, je pense que si on développe, quand on va développer ces dynamiques localement et qu'ils s'organisent simplement entre les relais et les coopératives, le maire doit investir sur cette dynamique-là. Il doit. Aujourd'hui, nous, les maires, nous avons un projet en cours qui est l'intercommunalité. Je voudrais savoir quel est le rapport entre le relais et l'intercommunalité. On est ici dans le département du Nyon-Infomou. Nous avons 5 relais qui sont ici. Ça veut dire 5 communes. Le rapport à la question, à votre question, monsieur le maire, répond la notion de première coopération. Parce que l'intercommunalité, c'est déjà la construction d'une coopération. Comment cela peut-il être possible? Nous vous avons parlé du marché coopératif qui sera construit non pas à Konolinga, mais à Mangan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire qui va promouvoir le marché dans sa commune pense déjà au grand entrepôt, c'est-à-dire le marché qui concerne toutes ces communes qui sont ici aujourd'hui. C'est par là que commence l'intercommunalité. Ça veut dire quoi? Dans le cadre de votre intercommunalité, vous pouvez vous dire, moi dans ma commune, on produit le manioc en quantité. Je vais appuyer la production de manioc. La commune voisine va dire, moi je vais investir sur une unité de transformation du manioc. Toutes les communes qui produisent vont alimenter cette unité de transformation. C'est déjà une coopération intercommunale. Tout comme les coopératives qui produisent dans les relais, les acteurs savent déjà que leur production va être écoulée vers Mangan. On ne va pas dire qu'on aura 5 grands entrepôts. Ça veut dire qu'au niveau du Nyon-Infomou, le grand marché d'écoulement vers les grandes métropoles sera situé à Mangan, mais ça concerne toutes les communes de la localité. Tout environnement a des besoins spécifiques. Comment un relais peut susciter une réflexion pour trouver une solution idoine aux problèmes qu'il ressent? Si je prends peut-être à Konolinga où nous sommes, ça peut être une zone où la pêche est propice. Mais comment peut-on arriver à trouver une idée de pirogue de pêche adaptée à notre environnement, ou bien d'une technique de pêche qui peut être mise à la disposition d'une coopérative? Ou le cas par exemple de Kundu, je ne sais pas si c'est bien, on a dépassé, où on a vu un marché, je crois, madame aussi a fait cas au marché, bon, si nous retournons, c'est à notre précision, si nous retournons à là, j'ai bien lu. Comment peut-on arriver à se dire que voilà, ce qui serait bien dans le cadre de notre relais, c'est d'avoir des hangars de marché, ou bien c'est de chercher une technologie qui aiderait les membres de notre coopérative. Troisième élément,
ça rejoint une question que j'ai posée hier, les ressources. Comment peut-on mobiliser des ressources de manière endogène au sein des relais? Parce qu'il y a toujours la vulnérabilité économique qui pèse sur la rentabilité ou, disons, une efficacité de ces dispositifs que nous mettons en place. Vous savez, si les relais existent aujourd'hui, je crois que je l'ai dit à un moment donné dans mon propos, le relais n'existe que par sa bonne volonté aujourd'hui et par ses petits moyens propres. Le relais a besoin, vous savez, l'économie sociale est magique. Je vous ai dit que le Brésil, en 2 ans, a fait émerger une classe moyenne. C'est quelque chose de magique. Pourquoi? Parce que le relais porte en lui le germe de l'innovation. Quand ces coopératives se mettent ensemble, elles arrivent, vous n'avez même pas besoin de les accompagner pour inspirer des initiatives. Elles sont capables elles-mêmes de se dire, voilà, nous sommes là, nous avons un problème de bateaux de pêche, de pirogues de pêche. Quand on aura consolidé le relais, la question de la mutualisation est essentielle. Je vous ai dit que la coopérative existe d'abord pour cette raison-là. Et par rapport à l'autonomisation dont vous parliez, je pense que à partir du moment où on a apporté l'étincelle, où ils se sont appropriés les voies, les outils pour leur fonctionnement. Je crois on a beaucoup parlé de la gouvernance. Ils sont dans un système d'innovation tel que ils arriveront à s'affranchir de cette attente de l'aide qui viendrait de je ne sais où. Selon ce que j'ai compris, c'est de voir au niveau que le paillage, quand je regarde l'inflation qui se fait du côté du paillage SP, on n'a pas vu l'ancrage de l'activité dans la commune. Si on amène l'activité, on crée le lien avec la commune, je crois que ça va être beaucoup plus facile. Si on prend l'élevage des poulets pondeuses, mon frère sait de quoi je parle, ça veut dire qu'il y aura ceux qui vont produire, ceux qui seront dans l'élevage, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire le poussin jusqu'à avoir les œufs. Mais maintenant, celui qui doit, il faut qu'au niveau de la commune, on essaye de voir des jeunes qui ont plus d'habileté à vendre. Là, celui qui est dans son élevage, il ne s'occupe que de son élevage. Et il va chercher peut-être un autre groupe, c'est vétérinaires, c'est producteurs de la Provence, qui peuvent aussi se constituer en petits groupes. C'est ça. Donc j'ai compris. Donnez-moi certificat. C'est à nous de nous asseoir. Maintenant, là, le travail. Je crois que maintenant, on a bien compris. On parlait, c'était en haut. C'est français. Maintenant, on est venu là. On voit des choses concrètes. Et là, on va voir comment l'ANADEC, nous travaillons seulement partout. Dès qu'on dit, on siffle ici, on est parti, on siffle par là, on n'est pas là. Donc, c'est vraiment de regarder davantage au niveau de nos quartiers, au niveau de nos cantons, au niveau de nos communes. Comment faire pour que les actions restent vraiment communales? Et c'est ça aussi qui va amener la spécialisation des communes, la spécificité des communes. Parce qu'aujourd'hui, nos communes au Togo, chacune fait oui. Si on a vraiment saisi ça, je suis d'accord avec vous. La question est bien retenue, donc nous devons réfléchir dans ce sens-là. Parce que depuis quand Mme Pauline parlait de l'ANADEC ici, qu'est-ce que l'ANADEC va bien faire? Mais maintenant, ça commence, c'est vraiment clair dans la tête.
il faut, et là nous avons les ressources pour la structuration. Nous avons les ressources pour la sensibilisation et pour la structuration. On ne va plus aller dans les quartiers. Attendez, on n'applaudit pas la chef de délégation n'importe comment. On va l'applaudir parce qu'elle a résumé en 2 mots tout ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, nous allons applaudir Madame la présidente, la DG, la chef de délégation, etc. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres choses qu'elle ne nous a pas dit. Donc, Madame la... quand je vais dire Abako, vous applaudissez une fois. Abako. Quand je vais dire Abako, on applaudit une fois. Abaka. 2 fois. Abaka, c'est 2 fois. 2 fois. Abaka. Quand je dirais donc Abarena, tant que mon souffle ne s'arrête pas, on n'arrête pas. Ça fait des applaudissements résidentiels. Alors on y va. Abaka. Donc, j'ai testé pour voir si vous avez retenu. On y va. Abako. Et c'est ça. Ici, là, le fruit également fait à mon art. Oui, ananas au gingembre. Ananas, gingembre. Ananas pastèque et ananas sème concentré d'ananas. Pas de produits chimiques. Le bon café que vous avez dégusté dans la salle et qui est produit à Efogo, dans l'arrondissement d'Akono. Voilà, c'est le café. Vous pouvez en acheter, pour partir avec, il y en a, je crois. Il y en a, vous pouvez en acheter, on va vous apporter ça dans la salle. D'accord. Ça, c'est le chocolat produit également dans l'arrondissement d'Akono. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Chocolat, beurre de cacao. Prêt à utiliser déjà. Il y a des coopératives de services, voilà, des jeunes qui se débrouillent en ligne et qui vendent des supports de téléphone. Vous voyez les grosses attentes, on les garde dans la salle de bain. On risque que les insectes ou les lézards ou n'importe quoi se posent dessus. Je crois que ça, c'est vraiment idéal pour garder
c'est gros à dents. Pour les dames qui ont des problèmes d'un certain ordre, afin de les verres et qui sont produits dans les raffias ou bien le palmier. Quand on a fini d'extraire le bon jus, le bon vin blanc, comme on nous a montré dans la salle pendant qu'on était au champ, je ne sais même pas si quelqu'un dans le soir a remarqué que c'était moi. Donc, on le prépare sous différentes formes. Il y a le ginseng en l'occurrence. Bon, ils sont là. Hein. Vous avez, ce n'est que des échantillons qu'on a fait. Ici, c'est les arachides qui sont cultivés dans toutes les 5 régions de Lyon et Fumou. Vous avez les pistaches. Vous goûterez peut-être ça là-bas en haut, sous forme de lait. Vous avez ici les mangues sauvages. Les mangues, oui, on peut en faire, on prépare en sauce, on en fait des fruits, etc. D'ailleurs, comment ils appellent les Américains, ils en rapportent, ils disent que c'est un... Comment on appelle ça?